Bon matin tout le monde. Alors, merci à l'équipe des Creative Mornings pour l'invitation. Merci d'être venu en grand nombre, toujours assis de bonne heure ce matin. En fait, j'avais presque le goût de faire une blague pour me défiler puis dire que vous êtes sur des tapis de yoga parce qu'en fait, l'action d'aujourd'hui, c'est de rendre hommage à la mémoire du lieu, puis on va faire 20 minutes de méditation. Donc, quand Jacques m'a lancé l'invitation, oui, il fallait parler d'action. C'est sûr que j'allais parler de patrimoine parce que c'est une de mes passions dans la vie. Mais il m'a demandé aussi de parler de mon parcours professionnel. J'ai dû faire un peu l'inventaire de mon parcours personnel et de mes intérêts. Et qu'est-ce qui fait que je suis rendue aujourd'hui la directrice d'un organisme pour la protection du patrimoine. Donc, j'espère que vous n'allez pas trop rire, mais je crois que tout a commencé ici. Depuis, donc c'est moi qui est sur ma fidèle monture avec mon petit frère à l'arrière qui s'accroche bien solidement. Depuis que je suis toute petite, en fait, je voulais faire de l'équitation. Et mes parents m'ont trouvé plein d'excuses. C'était un sport qui était dangereux, c'était un sport qui était dispendieux. Et là, j'ai essayé plein de différentes activités. J'ai fait du soccer, de la natation, du patin. J'ai même fait du kinball, là, pour ceux qui savent c'est quoi, là. On est loin de l'équitation. Et j'ai continué à être persévérante. C'était pas juste une passe d'une semaine ou deux. J'ai eu mon premier camp d'équitation vers l'âge de 10 ans. J'ai commencé à en faire une fois par semaine vers l'âge de 13 ans. Quand j'ai eu mon premier emploi à la maison Simons, j'ai pris un cheval en demi-pension. Je mettais tout mon argent dans cette discipline-là. Et j'ai avancé un petit peu dans mes performances équestres. Pourquoi je parle de l'équitation, en fait, c'est que c'est une discipline qui est, oui, très rigoureuse, mais pour être un bon cavalier, il faut avoir de l'assurance, il faut être déterminé, il faut savoir où on s'en va et il faut être en action. Et comme vous voyez sur la photo, je trouvais que ça démontrait bien le thème de l'action. En fait, potentiellement, le stress que j'ai en ce moment, c'est le même quand on rentre dans un ring puis on commence un parcours d'équitation. Faut vraiment avoir la ferme intention de faire tout le parcours, passer à travers chaque saut. Puis si on n'est pas déterminé, c'est sûr que le cheval va prendre un autre chemin qui est plus facile. Hein. Si vous avez le choix entre sauter ou passer à côté du saut, si vous avez un doute, ben, le cheval il va juste passer à côté parce que c'est moins d'effort pour lui. Donc, c'est un peu ça qui a forgé ma personnalité au fil des années. C'est ça aussi qui fait que je pense que j'ai avancé autant au niveau personnel que professionnel. Ma passion pour les chevaux, j'ai réussi à l'intégrer dans celle du patrimoine. En fait, excusez-moi, je vais juste être sûre que je suis bien mon fil. Donc, c'est ça. Je reviens avec le thème de l'action. L'action, c'est décrit comme une faculté, un fait d'agir, puis de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Donc, mon action de faire de l'équitation, elle est claire et vous pouvez voir tout le monde, toutes les étapes que j'ai faites pour arriver, dans le fond, à la photo d'avant. Eh bien, mon défi, en fait, d'aujourd'hui, c'est de vous montrer deux angles de l'action. C'est celle de ma passion pour le patrimoine qui, même si certaines personnes peuvent penser que c'est juste une question de vieilles pierres, de poussière, de vieilles personnes, c'est aussi une action, mais qui est juste prolongée dans le temps. Et c'est aussi ma proactivité qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un poste qui me permet d'être encore plus proactive en patrimoine. Donc, il y a un peu comme les deux niveaux. Donc, quand j'ai rencontré Jacques pour la première fois, Jacques avait l'air un peu curieux, même surpris de voir qu'une personne, on pourrait dire aussi
jeunes que moi qui étaient liés au domaine du patrimoine, parce que c'est un domaine qui est parfois associé à des gens qui sont plus âgés. Ce n'est pas nécessairement un domaine aussi qui est très fréquent. Puis il m'a demandé pourquoi le patrimoine. C'était quoi mon parcours? En fait, à la fin de mes études, au niveau de baccalauréat, je me demandais si je voulais travailler dans le milieu muséal ou dans la pratique artistique, mais j'avais vraiment un grand intérêt pour la ville. C'est ça qui a motivé mon choix d'aller en patrimoine, c'était vraiment d'avoir un impact concret dans la vie des gens au quotidien. Donc, c'était vraiment ça mon intérêt. Quand j'ai commencé mes études, il y a un professeur qui nous a donné un conseil à tout le monde. Investissez-vous dans une cause qui vous tient à cœur. C'est un bon conseil, mais il faut la trouver, cette cause-là qui nous intéresse. Plus ou moins dans les mêmes temps, j'ai pris connaissance d'un appel de bénévoles pour en fait donner de l'aide pour nettoyer un site d'une écurie historique dans Griffintown, à Montréal, dans le centre-ville de Montréal. Je suis allée visiter cet endroit-là. C'est l'endroit que vous avez sur la photo ici. Juste par curiosité, il y a combien de personnes dans la salle qui ont déjà entendu parler du Hearst Palace de Griffintown? Ah, ouais, je suis quand même contente. C'est bon. Puis, une autre question, combien d'entre vous, quand vous regardez cette photo-là, vous pensez que c'est un site qui peut avoir un quelconque intérêt patrimonial? Oh, j'ai 2-3 mains levées, oui, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui entendent parler du Hearst Palace et le terme palace fait qu'on s'attend à un château équestre à Vienne, là, mais non, on est devant une grange qui est en piteux état. Mais c'était d'autant plus l'intérêt de ce site-là. C'est vraiment en fait le contraste entre le centre-ville puis un aspect un peu plus naturel, un peu plus rustique d'avoir cette grange-là. Et ça, c'est une photo que j'ai prise en 2012, là, avant qu'il y ait des tours qui soient construites vraiment de chaque côté de l'écurie. Mais un des intérêts de ce site-là, c'est vraiment une surprise. Vous marchez dans la rue, en plein centre-ville, vous n'êtes pas loin de Peel, et là, soudainement, vous arrivez, il y a un paddock où est-ce qu'il y a des chevaux, puis on rentre dans une cour qui est enclavée avec des arbres centenaires, et vous avez Judy qui vient vous accueillir avec son accent. Je pense que c'est une dame qui vient de l'Alberta à l'origine et qui a ses 2 chevaux, Kate and Princess, et qui est là tous les matins. Et c'est vraiment aussi toute en fait, l'énergie qu'il y a à cet endroit-là. Puis cette dame-là, elle est là depuis très, très longtemps. Et elle est reconnue dans le quartier. Donc, ce n'est pas une écurie, comme on pourrait entendre parler un petit peu dans l'actualité, où est-ce qu'il y a des caléchiers qui maltraitent leurs animaux. Le Hearst Palace, il y a juste 2 chevaux, puis c'est les chevaux à Judy, puis elle en prend soin, puis c'est son mari, le caléchier. Là-dessus, ça va bien. Donc, à la suite de cette implication-là, j'ai manifesté mon intérêt avec la Fondation de m'impliquer davantage en tant que bénévole. J'ai eu l'invitation de me joindre au conseil d'administration. Et en même temps, j'ai décidé que le Hearst Palace allait devenir mon choix de sujet de maîtrise à l'université. Et une fois qu'on est sur le conseil d'administration, ben, c'est beau, sauf que là, qu'est-ce qu'on fait avec le Hearst Palace? On devait avoir un projet. Puis en fait, c'est cette citation-là, cette phrase-là que je trouvais vraiment pertinente aujourd'hui, c'est que l'action est tributaire de l'idée de projet. Donc, on va agir pour sauver le Hearst Palace, mais pour agir, il faut avoir un projet. Donc là, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on veut avec cette écurie-là? Elle est destinée à qui? Comment on va rentabiliser le projet? Parce qu'on finit toujours par parler d'argent. Comment on va amasser les fonds? Donc, quand on parle d'amasser des fonds, on a un projet en patrimoine. Il y a plusieurs personnes, probablement tout le monde dans la salle a entendu parler de sociofinancement. C'est une façon d'amasser de l'argent, puis sans nécessairement aller chercher une entreprise qui va donner un gros montant, mais c'est la force, en fait, de la quantité de gens qui vont donner. Donc, tout de suite, le sociofinancement s'est imposé à nous. On a décidé de faire une levée de fonds sur Indiegogo. C'est beau faire une levée de fonds, mais là, après ça, combien on demande? T'sais, si vous avez un projet, là, oui, vous pouvez essayer de calculer, là, mais c'est de trouver l'équilibre entre être réaliste et être optimiste. Donc, on s'est donné l'objectif d'amasser 45 000 $ en 40 jours. Je ne sais pas si vous trouvez ça plutôt optimiste ou réaliste. Moi, je trouvais ça optimiste, puis tu ne peux pas non plus te casser la gueule. Finalement,
On a amassé 62 000 $ dans le même nombre de jours, 40 jours. Mais pour ça, on a dû être proactif. C'est un peu comme, au même titre que les préparations des Creative Mornings ce matin, il y a beaucoup de préparation en arrière de ça, entre autres au niveau des médias sociaux. Il faut un plan de communication. Et une campagne de sociofinancement, ce n'est pas juste de mettre le projet en ligne et d'attendre que l'argent s'accumule. Il faut vraiment, à tous les jours, s'investir, en parler, en discuter dans son réseau. Et c'est justement grâce à l'ensemble du conseil d'administration, qui est évidemment bénévole, mais de tous les gens du quartier qui croyaient à la cause, des journalistes qui ont décidé de donner de la visibilité à ce projet-là. Donc, c'est grâce à tout ça qu'on a réussi à dépasser notre objectif. On a eu 138 % de financement de notre objectif avec l'aide de 200 personnes qui ont contribué au projet. Donc, ça partait quand même bien, finalement. Mais pour amasser cet argent-là, il faut que les gens croient au projet. Il faut leur donner le goût de contribuer à la cause. Il faut leur donner un peu de rêve aussi. Mais ça, c'est l'autre défi. Donc, on a essayé de répondre aux questions que je mentionnais tantôt. Et on est arrivé avec une proposition. Ce qu'on voulait, c'était un lieu qui était d'abord et avant tout ouvert au public, qui allait offrir aussi une qualité de vie pour les chevaux, mais on présentait vraiment en fait un projet de revitalisation urbaine. Le cas du Hearst Palace est particulier, entre autres parce que l'intérêt patrimonial n'est pas nécessairement simplement dans le bâtiment, comme on peut souvent le penser, mais on parlait aussi de l'intérêt de la valeur paysagère du site. Vous voyez qu'il y a des armatures en plein centre-ville. Il y avait la valeur d'usage, ça veut dire le fait que les chevaux étaient là depuis 150 ans et ils sont encore. C'est un droit acquis, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas recréer une écurie similaire dans ces conditions-là. Et aussi, il y avait la valeur historique, parce que l'écurie avait une ancienneté. Donc, vous voyez, il y a une placette à l'avant. Cette placette-là, elle a déjà été aménagée. Le paddock également, où est-ce que les chevaux peuvent se reposer. Et à l'arrière, on a 2 édifices qui seraient à reconstruire. Ce n'est pas fait encore. On a une grange et de l'autre côté, on a l'écurie. Et vous voyez en arrière la tour de condo qui a été construite. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du projet rapidement. Puis, en fait, tout ce projet-là n'aurait jamais été possible sans tous les citoyens qui se sont mobilisés pour la cause. Mais comment on devient un citoyen mobilisé? Il y a des gens qui ne savent pas par où commencer. En fait, pour devenir un citoyen mobilisé, il faut d'abord être sensibilisé à son environnement. Et souvent, ça peut passer par la médiation. D'ailleurs, la citation qui est à l'écran, c'est une citation qui parle de la médiation culturelle, qui est vraiment un outil qui permet de mettre en contact les artistes au sens large, et les citoyens pour développer la vie culturelle d'une ville. Ça m'amène à l'autre sujet. En fait, comment vous, en tant que citoyen, vous vivez votre ville? Est-ce que vous la connaissez bien? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous êtes prêt à vous investir pour sauver peut-être un bâtiment ou un secteur que vous appréciez particulièrement? Je n'ai pas trouvé d'exemple similaire à Québec, mais Héritage Montréal, qui est un organisme à but non lucratif pour la protection du patrimoine, mais à Montréal, offre des architectures. J'étais coordonnatrice des visites pendant un été, puis j'ai continué à être guide bénévole. Il y a des visites à vélo, et, comme vous voyez sur la photo, et des visites à pied. Le concept est intéressant parce que c'est des citoyens, des résidents sur une base bénévole qui offrent des tours guidés et qui redonnent cette information-là à d'autres Montréalais. Donc, la vocation, ce n'est pas touristique. C'est vraiment d'abord et avant tout de permettre aux Montréalais de bien connaître leur ville et de l'apprécier. Donc, tout ce processus-là fait qu'une fois que le citoyen apprécie sa ville, bien, il va pouvoir mieux la défendre par la suite. Il y a les médias aussi qui nous permettent aujourd'hui d'être plus mobilisés, bien, plus informés, ça c'est sûr, mais plus mobilisés. Puis il y a des plateformes qui commencent à arriver sur le net. Entre autres, Héritage Montréal a annoncé, mais la plateforme n'existe pas encore, une plateforme interactive où est-ce que les gens vont pouvoir identifier certains lieux qui sont abandonnés ou qui sont en recherche de vocation et mettre justement à contribution les résidents.
Il y a le visuel que vous voyez là, c'est Land, qui est aussi une plateforme interactive montréalaise, mais qui est cette fois-ci pas pour les bâtiments, mais pour les terrains vacants. Donc, on va mettre en contact plusieurs citoyens qui veulent revitaliser une friche urbaine et l'organisme va aider, va accompagner ces citoyens-là dans le projet. Il n'y a pas juste des projets intéressants à Montréal, il y en a à Québec aussi. Vous connaissez le spot, puisque vous y étiez, pas au dernier Creative Morning, mais le précédent. Quand on parle de réappropriation, de mise en valeur de friches urbaines, c'est un très, très bon exemple. Et là, vous pouvez peut-être vous demander, là, il est où le lien avec le patrimoine? Parce qu'en fait, le patrimoine, c'est, comme je disais, c'est à l'échelle d'une ville, c'est à l'échelle d'un quartier. Donc, un petit endroit qui est dynamisé comme ça permet le rayonnement puis l'appréciation de tout le secteur. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais apporter aussi comme point aujourd'hui, c'est que vous devez vous permettre de voir du potentiel puis de la sauvegarde du patrimoine au-delà de si vous êtes propriétaire d'un bâtiment historique. Il y a d'autres approches puis d'autres conceptions à avoir. Donc, ça m'amène à vous demander, est-ce que vous avez en tête un bâtiment ou un parc ou un lieu qui est lié à une mémoire qui existe ou qui a été démoli? Moi, j'en ai un. Une maison, en fait, qui me fascinait pendant mon enfance. Je m'excuse, la photo, c'est Google Maps. Moi, j'ai grandi sur la rive nord de Montréal, à Laval. Et c'est une banlieue qui, bon, comme certains peuvent le savoir, là, un peu quelconque, avec beaucoup de nouvelles constructions. Et cette maison-là, moi, en tant que petite fille, me fascinait parce qu'elle était vraiment en retrait de la rue. Elle me faisait rêver avec les galeries de tous les côtés. C'est un immense terrain avec un dénivelé naturel. Il créait un étang avec des oiseaux. Bref, tout pour faire rêver une petite fille. J'ai fait un peu de recherche historique sur la maison. J'ai découvert rapidement que c'était la maison d'un docteur et pharmacien qui avait acheté cette maison-là comme maison secondaire, comme résidence secondaire. Et vous voyez la famille Brault devant sa maison. Je suis partie quelques mois en voyage quand j'étais adolescente et quand je suis revenue, c'est la maison. Oui. C'est assez, en tout cas, moi, je trouve que la photo est assez impressionnante, merci. Donc, évidemment, j'ai fait un peu de recherche, savoir qu'est-ce qui s'était passé. Puis en plus, la maison venait vraiment de tout être repeinte. Et j'ai découvert que la personne qui était là, le propriétaire, en avait hérité et c'était encore un descendant des Brault. Ce qui rajoute un petit peu à l'histoire quand même. Et en faisant de la recherche, j'ai appris que c'était un promoteur qui avait offert un montant, vous pouvez imaginer, au-delà de l'évaluation municipale, assez important pour que la personne décide de déménager rapidement. Je ne suis pas certaine qu'il y ait eu une demande de permis de démolition. Ça a été démoli de nuit, peu de temps après. Donc, pour éviter la mobilisation, en fait, ou la protestation des voisins qui, comme vous en doutez, appréciaient la maison. J'ai aussi eu l'opportunité d'avoir le mandat de faire le pré-inventaire de la ville de Laval. Et cette maison-là était à inventorier. Puis j'étais doublement déçue parce qu'en fait, moi, j'étais payée à la maison. Et j'avais 7 $ pour une maison qui existait encore, puis 5 $ si la maison était démolie. Donc, quand je suis arrivée devant le projet de remplacement, il y en a 6. Il y en a 6. Le terrain était immense, là. Puis ça, je trouve ça important aussi de vous le mentionner. C'est pas très loin de l'arrêt de chemin de fer sur le bord de la rivière des Prairies, pas très loin de la rivière des Prairies. Oui, c'est ça. Ce que je trouvais intéressant et important de vous mentionner aussi, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on va juger si on permet de démolir un bâtiment en fonction de la qualité du projet de remplacement. La maison a été démolie, on n'avait même pas soumis un projet de remplacement. On n'avait aucune idée de ce projet-là. Mais pourquoi on doit se choquer d'une situation comme ça? Est-ce qu'on doit se choquer ou c'est juste la vie puis la ville se construit sur elle-même? Il y a différentes façons de le voir.
Bien, en faisant le pré-inventaire de la ville de Laval, juste pour mon secteur, parce qu'on était plusieurs à travailler sur ça, en 30 ans, j'avais à peu près 35 de démolition. Pouvez-vous vous imaginer, on est où dans 100 ans? Il reste pas grand-chose. Est-ce qu'on est condamné, en fait, à renier toutes les générations précédentes? C'est un peu la question que j'aimerais qu'on se pose, aujourd'hui. Je reviens à la notion de projet. Pour qu'en patrimoine, on arrive à terme avec une revitalisation, une remise en valeur ou une réhabilitation, il faut avoir un projet en arrière. Un des exemples que j'ai pris à Québec, c'est le Jardin Saint-Roch. En fait, quand on entame un projet en patrimoine, ce n'est pas uniquement esthétique. C'est un peu souvent la même chose avec l'insertion d'œuvres d'art dans un cadre urbain. Ce n'est pas juste pour faire beau. Dans le cas du Jardin Saint-Roch, c'était vraiment le début pour la revitalisation de l'ensemble d'un secteur. Donc, on a cru au projet, puis on l'a mené à bien, puis encore aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des répercussions dans le temps. À l'inverse, il y a les casernes qui ne sont pas très loin d'ici. Le bâtiment est intéressant. Au niveau architectural, il y a un intérêt historique. Mais pourquoi il est encore dans cet état-là aujourd'hui? C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon projet qui allait faire vivre le bâtiment. Donc, c'est juste pour vous montrer justement qu'en fait, si un bâtiment est délaissé, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intéressant. C'est juste parce qu'il attend encore sa vocation. Puis des fois, on peut justement faire un effort en tant que citoyen ou en tant que gestionnaire pour trouver la bonne vocation au bon bâtiment. Donc, je ne dis pas ça pour décourager. Je dis ça parce que c'est une réalité. Puis c'est d'où l'importance de croire au projet. Puis je pense en fait que c'est l'ingrédient aussi qui a fonctionné pour moi au niveau professionnel, qui fait qu'aujourd'hui, je suis la directrice d'Action Patrimoine. Bien, c'est que mon implication universitaire, mon bénévolat avec Héritage Montréal, je croyais en chaque projet qui était en arrière de ces initiatives-là. Puis d'ailleurs, je croyais en la mission d'Action Patrimoine. J'étais en fait sur le conseil d'administration d'abord, puis après, on m'a offert le poste de direction. J'aimerais vous laisser sur cette note-là aujourd'hui. C'est que le patrimoine, oui, c'est aimer son histoire, c'est aussi aimer son environnement, son quartier, sa maison. Dans le fond, tout le monde y contribue. Puis sans même vous en rendre compte, vous êtes des agents actifs de votre environnement bâti. Puis c'est à vous de rendre votre impact positif. Merci.